La superbe désinformation lancée par Trump lui-même fonctionne car la moitié du monde en parle. L'Iran a 2 points. Un point, c'est Hormuz, on le ferme et c'est tout. Le second s'appelle Hezbollah. Là-bas, il y a environ 150 000 roquettes entreposées. Israël armée forme aussi l'armée libanaise, nettoie des parties du Liban et y envoie des forces comme police. Pour l'instant, ils n'ont pas plus de force, et cette armée libanaise continue d'être entraînée. Pour qu'au moment voulu, ils puissent en la lâcher et dire « Nous, on n'a rien fait, on a juste bombardé le Hezbollah, et maintenant ils règlent leurs affaires internes. Nous, on n'a rien à voir avec ça. » Il y a une discussion sérieuse sur les droits du président. Mais si tu limites seulement les droits du président des autres, et quand c'est le tien qui arrive, tu dis « c'est mon président, qu'il fasse tout ce qu'il veut, parce que ça me plaît, n'est-ce pas ?» Alors ce n'est plus une loi, c'est comme un levier qu'on tourne dans la direction qu'on veut, comme on dit. Eh bien, c'est comme les Ukrainiens. L'Ukraine de Sanselos Ronsidile, de 1990 à 2022 n'a rien fait pour se protéger. Pourquoi ? Parce qu'on a le mémorandum de Budapest. Mais qu'est-ce qui est écrit là-dedans ? Quelqu'un a-t-il vérifié ? Non. L'Ukraine, depuis 1990, n'a rien fait pour se protéger. L'Ukraine, de 1990 à 2022, n'a rien fait pour se protéger. L'Ukraine, depuis 1990, n'a rien fait pour se protéger. Bonjour, et je sais que vous, messieurs, à Kiev, dans toute l'Ukraine, vous avez eu des jours difficiles. Oui, particulièrement difficiles. Particulièrement difficiles. Ils sont tous difficiles depuis longtemps. Mais c'est pourquoi, je vous souhaite que le ciel soit le plus clair possible au-dessus de vous. Oui, c'est pourquoi je vous souhaite que le ciel soit le plus clair possible au-dessus de vous. Merci beaucoup. Commençons par l'ordre du jour américain. La semaine prochaine, aux États-Unis, débutera la Coupe du monde de football, la plus grandiose et la plus importante de l'histoire des championnats. Et pour Donald Trump, ce n'est pas simplement du sport, c'est un moment unique de triomphe. Il a personnellement aidé à promouvoir la candidature des États-Unis dès son premier mandat. Il sera désormais l'hôte principal du tournoi pour la planète. Et l'administration Trump voulait depuis longtemps faire de la Coupe du Monde une vitrine de la grandeur américaine. Mais qu'est-ce que nous voyons à la place ? Le monde voit une Amérique qui est en guerre avec l'Iran. Cette semaine, nous assistons à des va-et-vient diplomatiques complexes. Trump déclare faire avancer la voie pacifique, prêt à rencontrer le guide suprême de l'Iran en cas d'accord. Le Hezbollah refuse l'accord et continue ses frappes au Liban. Le Congrès cherche à limiter cela. Trump, pouvoir militaire du président, etc. Avec quel véritable bagage Trump aborde-t-il ce championnat du monde pour, en gros, sauver la face et se présenter au monde comme un grand artisan de la paix et non comme le président d'un pays en guerre ? Mais Trump n'a absolument aucun intérêt à présenter quoi que ce soit au monde. Absolument pas. Ça ne l'intéresse absolument pas, mais alors pas du tout. Tout ce qui intéresse Donald Trump, il va l'obtenir maintenant, présenter une belle image souriante. Tout va bien, tout était magnifique. Nous avons des jeux en cours. Nous, nos athlètes sont magnifiques, jeunes, et maintenant, ils vont concourir, comme il fait bon vivre dans ce monde pour nous tous. Et cela sera brillamment organisé et élèvera le moral et l'esprit physique de tous les Américains. Rien d'autre ne l'intéresse du tout. Et ce que pensent les gens à l'étranger en ce moment, cela n'intéresse plus du tout. À partir du 15 juin, cela cessera complètement d'intéresser qui que ce soit aux États-Unis d'Amérique. Ah, mais moi, en tant que supporter de football qui suit toutes les Coupes du Monde, je peux vous dire que des centaines de millions de supporters auront les yeux tournés vers les États-Unis. Mais en même temps, je vois que même aux États-Unis, certaines voix s'élèvent pour dire que l'organisation de cette fête du football aux États-Unis, dans le contexte actuel dans le monde, ressemble à un sport-washing cynique, un sport-washing. On appelle cela, si je ne me trompe pas, une tentative de détourner l'attention de la planète de la catastrophe humanitaire imminente, sur fond de guerre en Iran, provoquée notamment par les actions de Washington. Et j'aimerais vous demander, disons, d'expliquer la signification de ce terme, le sport-washing. Si je comprends bien, c'est une forme de blanchiment d'image, probablement à travers, dans ce cas, de grands événements sportifs. Eh bien, c'est un terme inventé. Je ne sais même pas, je ne l'avais jamais entendu jusqu'à aujourd'hui, pour ainsi dire.
Et maintenant je l'entends. Peut-être qu'il a été inventé plus tôt ou maintenant. Mais il est idiot, parce que quoi, Trump l'a inventé hier ou quoi à la hâte? Non, nous savons que tout cela a été fait à l'avance, bien avant toutes ces guerres. Et bien avant, disons, au moins, la guerre en Iran. C'est un événement planifié, pas une opération d'urgence. Il est naturel qu'une partie du pays, disons, soit fanatiquement favorable à prendre aux riches et donner aux pauvres, pour ne pas travailler mais recevoir quelque chose. Voilà pourquoi elle déteste Trump, parce qu'il met fin à cela. Il y a aussi une autre partie du pays qui s'occupait de voler. Chez nous, rien que ces 6 derniers mois, on a déjà découvert pour 50 à 100 milliards de fraudes et de vols. Et tout simplement, il y avait beaucoup de gens qui vivaient du fait que, voilà, je travaille, je donne mon argent quelque part, et cet argent est rapidement redistribué. Une partie est envoyée en Ukraine pour qu'une autre partie revienne ensuite aux États-Unis et soit répartie sur des comptes américains. Une partie va ailleurs. Autrement dit, il existe tout un secteur avec énormément de gens qui vivent du fait qu'ils nous volent. Par nous, j'entends ceux qui donnent un peu d'argent. J'essaie d'en donner le moins possible. J'essaie légalement de donner le moins possible. Voilà, ils ont commencé à nous voler. Ils veulent que Trump parte, parce que Trump les empêche sérieusement de voler. Et il semble que les personnes qui viendront après lui dans le parti républicain, comme Reince Rubio ou peut-être l'homme qui dirige actuellement la Floride, Ron DeSantis, ne feront pas obstacle. Donc si l'un de ce trio, si les républicains, disons, gagnent, va à la Maison-Blanche, il continuera. Il continuera exactement la même politique. C'est pourquoi il faut à tout prix présenter tout ce que fait ce gouvernement, Trump, y compris les républicains, comme quelque chose d'horrible. Ce que vous racontez, c'est justement la transmission de ces informations qu'on essaie de présenter comme quelque chose d'horrible. C'est avec le sport qu'il veut détourner l'attention. La religion est l'opium du peuple. La religion, les gars, a été inventée bien avant l'Iran. Disons, l'opération iranienne a été menée chez nous. Donc c'est ce genre de bêtises typiques de blogueurs qui sont répétées par tout le monde. Eh bien, à propos de Hitler, de Göring, de Goebbels, donc prends n'importe quel mensonge, répète-le aussi souvent que possible, et au bout de la 356e répétition, les gens commencent à y croire. C'est la même chose. Eh bien, pour clore ce dossier de la Coupe du Monde, il faut dire qu'il en ressort une situation assez ironique. L'équipe nationale d'Iran s'est qualifiée pour ce tournoi, mais en même temps, elle est devenue une sorte d'otage de la géopolitique. Les footballeurs iraniens sont confinés dans leur camp d'entraînement au Mexique, l'entrée aux États-Unis leur étant interdite. Et, comme le soulignent certains experts, la situation est assez délicate et pourrait devenir explosive. Si Trump ne parvient pas à conclure l'accord de paix avant le match d'ouverture du championnat, le tournoi pourrait sombrer dans le chaos avec des boycotts, des démarches et des provocations politiques directement dans les stades. Il se transformera forcément, oui. Que l'Iran soit admis ou non, il se transformera forcément, bien sûr. Il y a trop d'argent en jeu, des milliers de milliards, pour empêcher Trump d'être réélu, donc imaginez que cela n'arrivera pas, ce serait étrange, ce serait terrible. Bien sûr que cela arrivera, bien sûr que cela arrivera. Messieurs, si vous faites partie de ceux qui reçoivent et non de ceux qui donnent, alors vous avez vraiment besoin que tout cela soit terrible. Et Trump, rien n'a marché pour lui. D'abord, ils ont réélu un républicain, puis disons même Trump lui-même, comme on dit, ils l'ont écarté après 3 ans. Mais si vous êtes de ceux qui paient et qui disent « Stop les gars, enfin, vous êtes pas des voleurs, n'est-ce pas? Vous êtes une minorité, nous sommes une minorité, c'est moi qui paie. » Nous sommes minoritaires, alors nous disons « Les gars, inutile de vous dire que voler, ce n'est pas bien, vous savez que c'est bien pour vous. N'est-ce pas? Ça vous convient quand on vole. » Eh bien, tout ce bazar, tout ça, comme vous m'avez posé la question, je vous réponds honnêtement. Le fait est qu'il y a un grand nombre de personnes qui veulent continuer à piller la population, et il y en a un plus petit nombre, mené par Trump, qui essaie de faire en sorte que nous ne soyons pas pillés. C'est tout. Voilà, c'est tout. Y compris l'aide à différents pays, les grèves, les tentatives de sabotage, et d'autres choses encore. Rien d'autre du tout. Où va l'argent? Regardez où l'argent est parti. Il y a quelques jours, il s'est passé une histoire assez retentissante.
Si je ne me trompe pas, Axios a été le premier à en parler, puis plusieurs autres. Eh bien, des médias assez importants en ont aussi parlé à propos d'un gros scandale entre Trump et le Premier ministre israélien Netanyahou. Le président des États-Unis aurait, soi-disant, crié de rage contre le dirigeant israélien parce que les frappes contre le Liban gâchent le jeu de la Maison-Blanche, qu'elles font échouer la trêve soigneusement préparée, une trêve avec l'Iran. Dans un accès de colère, Trump serait même allé jusqu'à attaquer Netanyahou personnellement, lui rappelant que sans le soutien américain, il serait en prison. Des désaccords, bien sûr, arrivent dans toutes les relations, mais comment voyez-vous cette histoire? Que ce moment révèle-t-il sur Israël et sur les États-Unis? Eh bien, tout d'abord, cela montre que la superbe désinformation lancée par Trump lui-même fonctionne, puisque la moitié du monde en parle. Mais comment imaginez-vous cela? Voilà un Trump un peu naïf, qui espère que les Iraniens vont littéralement apporter la paix demain matin, et qui pense qu'ils ne le font pas. Uniquement parce qu'il va bien secouer le gentil et doux Hezbollah, qui est ce qui lui tire dessus en Israël. C'est pourquoi il appelle et crie sur Netanyahou, c'est-à-dire son partenaire dans, probablement, la seule opération militaire que Trump ait menée en 5 ou 6 ans, et il lui dit « espèce de salaud ». Et Netanyahou répond « non, je ne m'arrêterai pas, quoi que tu me dises. C'est ça, je ne comprends pas ». Je comprends pourquoi vous posez cette question, parce que les gens écrivent à ce sujet, donc vous voulez savoir ce que j'en pense. Je vais vous dire ce que j'en pense. Là-bas, c'est tout le monde, absolument. Absolument tout le monde. C'est clair, compris. Pour quelle question, on ne demande pas. La seule chose, c'est que l'Iran a 2 points. Un point s'appelle Hormuz. Tu le fermes et c'est tout. Le deuxième s'appelle Hezbollah. Là-bas, il y a environ 150 000 roquettes stockées. Et le Hezbollah, ce n'est pas le Hamas, ce n'est pas les Houthis, oui, c'est la plus grande armée privée au monde, qui compte des dizaines de milliers de combattants, qui sont soumis à une résolution de l'ONU, je ne me souviens plus de l'année, mais ils sont censés être désarmés. Ils ont signé cet accord de désarmement, mais ensuite ils ne l'ont pas respecté. Eh bien, disons que beaucoup font pareil. Oui, là-bas, l'Ukraine a signé l'accord 2 fois sans rien respecter de ce qu'elle avait dit ni signé. Eux aussi ont signé sans remettre un seul fusil ni carabine. Donc, quand ils frappent le Hezbollah, cela signifie que, disons, en ce qui concerne l'Iran, on le fait tenir, disons, sur une seule jambe. Oui, j'ai dit, il tient debout sur 2 jambes. Oui. Voilà, c'est absolument dans les plans de Trump. Frapper le Hezbollah, c'est absolument dans les plans de Trump. Se retirer et dire « moi, je ne peux tout simplement pas l'arrêter ». Et que font les Iraniens? Ils disent « voilà, nous avons conclu un accord, oui, mais nous avons des militaires pas très commodes qui continuent comme ça. Donc il nous faut trouver quelque chose pour les apaiser, les militaires aussi. Pas seulement « eh bien, nous aurions signé depuis longtemps, mais ce sont les militaires qui ne signent pas ». Tout cela a évidemment été discuté à l'avance. C'est-à-dire pareil dans les accords, mais pas dans les détails, bien sûr, mais absolument sur qui se comporte comment, ce qui se fait, ce qui se passe, quelles sont les tâches, quelles sont les principales. Allons, est-ce que Bafor serait allé prendre Israël sans que ce soit dans les détails? Et pourquoi Israël aurait-il rencontré le Libanais alors? Fils. Les forces armées d'Israël et la direction a rencontré la direction des forces armées du Liban. Là-bas, il n'y a pas de forces armées. Il faut les organiser. On les organise. Hier, messieurs, il a été annoncé que, conformément à l'accord entre Israël et le Liban, des zones libres de Hezbollah vont maintenant être organisées. Hezbollah, voilà. Des zones libres de toute ingérence extérieure. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Israël arme et forme l'armée libanaise. Il nettoie normalement des parties du Liban et y envoie pour l'armée libanaise comme force de police. Pour l'instant, ils n'ont pas plus de force. L'armée libanaise, et ils continuent de l'entraîner afin de la déployer au moment opportun et de dire « nous n'avons rien fait. Nous les avons juste bombardés depuis Balua. C'est une affaire interne chez eux. Nous n'avons absolument rien à voir avec ça. Alors, messieurs, comment est-ce possible ?» Je ne sais pas. Là-bas, Trump frappe son ex-femme le vendredi. Ah, quelle femme. L'ancienne, pas celle avec qui il était marié. J'ai lu ça aussi, mais ça reste des ragots. Néanmoins, Trump a déclaré dans une interview à la chaîne CNN qu'il avait rapidement réglé le problème dans les relations avec Israël.
Mais en même temps, si je comprends bien, il a reçu, une sorte de coup bas de la part des siens. La Chambre des représentants a adopté une résolution qui doit limiter ses pouvoirs pour mener la guerre contre l'Iran. Et qu'est-ce que je remarque? Certains commentateurs notent que parmi ceux qui ont voté contre Trump, il y avait aussi 4 républicains. À quel point une telle attaque venue de l'intérieur contre Trump est-il fort? Est-ce que cela va affaiblir d'une manière ou d'une autre sa position lors des négociations? Et en fait, que se passe-t-il? Dans quelle mesure cette résolution va-t-elle influencer la suite des événements? Ah, eh bien, d'un point de vue légal, absolument pas, zéro, tout le monde le sait, eux-mêmes le savent aussi. Tout simplement parce que, même si une résolution identique ou similaire est adoptée au Sénat, d'ailleurs, je suis pour la limitation des pouvoirs, pour que ce soit clair, du président, des présidents, non, pas de celui-ci en particulier, en général, du président Obama, des présidents. Donc, cela a été fait à l'époque, je crois, après le Vietnam, je peux me tromper. Voilà, c'est-à-dire adopté, pour ainsi dire, en tant que loi, mais pour que tout cela devienne vraiment une loi, c'est-à-dire que cela revienne et devienne une loi et pas simplement des paroles en l'air. Il faut que le président Trump la signe. Eh bien, à votre avis, le président Trump va-t-il signer quelque chose comme ça? Non, il ne signera rien du tout. Maintenant, est-ce que cela affaiblit sa position? Oui, et puis les Iraniens savent très bien qu'il n'y aura pas une telle loi. Ce sont des gens dans la rue, à l'étranger ou d'autres personnes. Je le répète, je suis absolument d'accord sur le fait qu'il faut limiter les pouvoirs d'une seule personne aux États-Unis d'Amérique, la plus grande armée du monde, et tout ça pour décider quoi faire. Chez nous, c'est Clinton qui décidait. Des représentants du Congrès sont venus le voir et lui ont demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a répondu « Opération militaire ? De quoi parlez-vous ? Il n'y a aucune opération militaire, il n'y a pas de guerre. » Je protège une minorité en Yougoslavie. 64 jours de bombardements de ponts, de centrales électriques, d'immeubles résidentiels, et ainsi de suite. Il protège, oui. Plusieurs fois, la même chose est arrivée avec Reagan. On lui a demandé « Où envoies-tu les avions ? Que fais-tu » Il dit « Bon, les gars, il n'y a absolument aucune guerre, c'est juste une opération de nettoyage de quelque chose là-bas. » Voilà. Donc Trump fait la même chose. Il dit maintenant « Quelle guerre? Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Nous avons un changement, il n'y a pas de guerre chez nous. Si ça recommence, eh bien, alors j'aurai encore 60 jours. » Est-ce que c'est bon pour, disons, la situation intérieure? Non, ce n'est pas bien, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de gens dans le mouvement de droite qui disent « Si nous exigeons de l'autre camp de respecter la loi, alors nous devons aussi l'exiger de nous-mêmes. » Et c'est la seule chose, en réalité, qui soit sérieuse dans tout cela, c'est qu'il y a une discussion sérieuse sur les droits du président. Si tu limites seulement les droits du président de l'autre camp, mais tu laisses le tien faire ce qu'il veut parce que ça te plaît, ce n'est plus la loi. C'est un levier qu'on tourne dans un sens ou l'autre, et voilà le résultat. C'est pourquoi c'est très bien qu'il y ait des gens qui viennent et qui disent « Non, ça, on ne peut pas le faire ». La seule chose, c'est que je ne ferai pas cela pendant les négociations. Je ne le ferai pas parce que simplement, eh bien, cela ferait plaisir à toutes sortes de mauvaises personnes. Mais je le ferai absolument. Et je l'aurai probablement fait dès le 2e jour après le début de cette guerre, pas maintenant. Maintenant, il y a quand même des négociations en cours. Et tout le reste, allez, c'est des bêtises. Les médias, les blogueurs Excusez-moi, ce que vous avez dit, Trump l'a dit à CNN. Bien sûr, il l'a dit à CNN, c'est lui-même qui a inventé qu'ils avaient un problème avec Netanyahou. C'est lui qui l'a inventé. Bien sûr, il va le dire à tout le monde. Je suis le bon policier, mais j'ai un mauvais policier avec moi. Ou plutôt un enquêteur, lui c'est le mauvais policier. Et vous pensez que Natalia Netanya peut respirer maintenant sans que son partenaire, pour ainsi dire, excusez-moi, le principal partenaire, lui dise ou non quoi faire? Non. Netanyahou fera tout malgré tout. Voilà tout. Et il dira « Je me fiche des missiles que vous me fournissez. Je ferai comme je veux. » Eh bien, c'est des enfantillages. Les médias ont maintenant une raison de plaisanter sur l'état physique de Trump. Quelques heures à peine après que Rubio ait vanté auprès des journalistes l'endurance phénoménale du président,
Il disait que ce gars-là ne dort littéralement pas, qu'il travaille jour et nuit. Il y a eu un moment gênant lors d'un événement officiel dans le bureau ovale, juste sous l'œil des caméras. Trump s'est assoupi. Les médias ont aussitôt voulu faire passer cela pour une stratégie, une fermeture stratégique des yeux. À quel point Trump va-t-il bien en ce moment? Tout va-t-il bien côté santé pour le président? J'ai juste une question avant cela. Je répondrai avec plaisir. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire, pompeux? Vous avez dit que j'ai raconté ça de façon pompeuse. Dans quel sens pompeux? Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Eh bien, il en parlait de façon très éloquente et très assurée pour donner à cet événement une grande importance. Voyez-vous, quand vous dites qu'il parlait avec assurance, c'est une chose. Mais quand vous dites pompeux, il y a là-dedans une connotation négative, presque méprisante. C'est-à-dire vous insinuez tout de suite que le ministre des Affaires étrangères des États-Unis nous trompe. Et en plus, en réalité, il ne se passait rien du tout. Quand un journaliste pose une question, surtout dans la partie qu'il va ensuite enterrer, il la donne, pour ainsi dire, et demande à être payé. Il répond à une autre. Il s'avère donc que je suis obligé de ne pas répondre à votre question, mais de revenir à cette partie qui va immédiatement entraîner les spectateurs dans une toute autre direction. Donc, première réponse. Il n'y avait aucun pathos. J'ai regardé Rubian. Je n'y étais pas, il a juste répondu avec une confiance totale. Les gars, je n'ai jamais vu ça. Qu'une personne dorme 4 ou 4 heures et demie par jour, puis travaille à plein régime, c'est complètement incroyable. C'est de la pure fiction. Maintenant. Pendant les 3/4 de ma vie, j'ai dormi 6 ou 6 heures et demie. Pourquoi? Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup lu Freud. J'ai découvert comment fonctionne son mécanisme d'entrée et de sortie du sommeil, etc. J'ai compris en quelque sorte de combien d'heures j'avais besoin. 3,15, c'est, pour ainsi dire, mon entrée et sortie du sommeil. Encore une fois, je ne vais pas me lancer dans les explications de Freud. C'est-à-dire, il dit en somme toute ma vie jusqu'à récemment, maintenant je n'en ai plus besoin. Je dormais 6 heures et demie. Ça me suffisait absolument. Dès que je dormais 7 heures, je me sentais mal, parce que je rentrais à nouveau dans le sommeil. Et je ne pouvais pas m'en débarrasser. Trump se contente de 4 heures et demie de sommeil. C'est ce dont parlait Rubio. Mais quand tu ne dors pas pendant 2 ou 3 jours à cause de l'Iran, ou à cause de la Russie, ou à cause de l'Ukraine, ou à cause de l'Inde, ou à cause de la situation à la maison, eh bien après, tu as des conversations ennuyeuses. Malheureusement, Trump n'a pas de double. Non, il n'en a pas. Apparemment, Vladimir Vladimirovitch en a un. Et c'est bien plus intelligent. Parce que pour embrasser des jeunes filles pionnières ou des bébés sur le ventre, pour faire signe de la main depuis la tribune, ton double peut y aller. Parce qu'il faut un symbole, pas toi. Eh oui. Malheureusement, pour Donald Trump, c'est impossible, en Amérique. Et donc il doit... Et voilà, il est assis, évidemment il s'est assoupi. Quelle importance cela a-t-il? Donc je me souviens quand je ne somnolais pas. Biden dormait à chaque réunion. Biden ne savait pas de quel côté quitter la scène. Aucun. Les journaux, la radio, la télévision et tout le reste dans le monde entier. Personne n'en a parlé. Et maintenant, oh, quelle horreur. Pompeux. Rubio dit une chose, mais en réalité, c'est Trump qui s'est assoupi. Bon, il s'est assoupi. Et alors? On continue. Trump a de nouveau fait une déclaration sur ses projets de changement de régime à Cuba. Selon lui, la Havane et l'administration s'en occuperont une fois la question de la République islamique d'Iran réglée. Trump a précisé qu'au retour, ils feront une courte halte pour s'occuper de cela. Dans ce contexte, le ministère des Finances des États-Unis a immédiatement imposé des sanctions de grande envergure contre la direction cubaine, y compris le président Díaz-Canel, les proches de Raúl Castro et Abdullah, le chef du département de la défense de l'île. Annonce d'un changement de régime à Cuba sur le chemin du retour d'Iran. Est-ce une véritable stratégie géopolitique ou bien s'agit-il d'un coup de pub façon cow-boy? Sinon... Ni l'un ni l'autre. Il s'agit de pression, cela signifie qu'il y a une pression exercée de plusieurs côtés. D'une part, soi-disant, pour ainsi dire, nous allons débarquer sur l'île en chemin avec tous ces navires. Donc, nous n'aurons même pas besoin d'envoyer une expédition spéciale, il suffira simplement de passer à côté. La deuxième chose, c'est que cela a été rendu public récemment. Je pense que pour les républicains, c'était nouveau, c'est pourquoi ils viennent seulement de le ressortir. Écoute, c'est une histoire absolument cauchemardesque à propos de Raoul.
Et ce n'est pas ce qu'il a fait à l'intérieur du pays. Là-dessus, nous ne pouvons rien faire. Qu'ils règlent ça entre eux, qu'ils le jugent, le pendent ou le découpent en morceaux, ce n'est pas notre affaire. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait à nous ? Ah, il y avait une histoire, quand donc 4 pilotes vivant en Floride ont acheté, je ne sais pas s'ils ont eu l'argent eux-mêmes ou si quelqu'un leur en a donné. Quelques avions Cessna. Et ils volaient champ par deux. Puis ils en ont acheté un autre et avaient déjà 3 avions. Et ils volaient les par deux, 7 jours sur 7, comme on dit. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Au-dessus des eaux neutres, on appelle eaux neutres les eaux internationales, sans entrer dans les eaux cubaines, n'est-ce pas ? Ils regardaient s'il y avait des radeaux, des bateaux ou autre chose. S'ils voyaient quand quelqu'un tenter, beaucoup mouraient. Ils informaient aussitôt les vedettes des gardes-côtes qui allaient récupérer les gens sur les radeaux. Ils ont sauvé 1440 personnes de cette manière. Et voilà qu'un beau jour, ces 3 avions ont décollé. Et ils sont allés dans des eaux qui n'étaient plus cubaines. Et l'espace aérien n'était plus cubain, mais international. C'est confirmé par tous les satellites, par toutes les données, c'est bien connu. Assez loin, ce n'est pas juste à 100 mètres, n'est-ce pas ? À des kilomètres de la frontière maritime cubaine, les chasseurs cubains décollent, et ils en abattent un puis un deuxième. Pendant qu'ils s'occupaient de ces 2 avions, 4 personnes sont mortes. L'un d'eux, en rase-motte à basse altitude, part en direction de l'Amérique, pour ainsi dire, et informe les gardes-côtes. En gros, pendant qu'ils abattaient ces 2 avions, le 3e c'est parti. Et donc, il est parti avec tout ce récit. Ensuite, grâce à nos espions à Cuba, nous avons découvert que l'ordre avait été donné précisément par Raúl Castro. Et maintenant, cela a été révélé, c'est sorti. Et c'est la raison, oui, le procès a commencé. Le tribunal lui a envoyé une convocation, mais il ne viendra évidemment pas. Ce sera un procès par contumace. Un procès en l'absence, oui, donc par contumace. Le tribunal ne le considère pas comme une personne. Un procès aura lieu et il semble qu'il sera condamné. Ensuite, il sera mis sous mandat d'arrêt international. Et ensuite, nous aurons, pour ainsi dire, la possibilité complète de faire peut-être la même chose que ce que nous avons fait avec Maduro. Ce qui, bien sûr, exerce une pression très sérieuse sur la partie cubaine, et les négociations pour la reddition de Cuba sont menées par le petit-fils de Raúl Castro. Lui aussi s'appelle Raúl, il l'appelle Raúlito. Donc là-bas, c'est Raúlito, oui, comme on dirait chez nous Raúl Chic. Et Raúlito qui, disons, a déjà atteint un certain âge et qui mène les négociations au nom de la famille, ce qui sera autorisé à la famille. Il voulait rester et utiliser l'argent, nous disons l'une des deux. Donc soit nous vous laissons emporter votre argent, mais vous partez tous au diable, hors de Cuba. Soit vous restez, mais nous vous prenons tous les biens que vous possédez à l'étranger. C'est de cela qu'il s'agit en ce moment. Ils partiront de là-bas et libéreront Cuba avec tous les autres communistes. Et ils auront la possibilité de récupérer leur argent et de l'utiliser. Sinon, ils n'auront pas cette possibilité, pour ainsi dire. Il ne se passe rien d'autre. C'est tout. Et à propos de ces sanctions imposées par le ministère des Finances, est-ce que certaines sanctions du ministère des Finances sont réellement capables de détruire le régime cubain qui a résisté au blocus pendant plus de 60 ans ? Détruire, non. Mais cela signifie que nous avons découvert qu'ils parviennent encore d'une certaine manière à contourner, à traverser le blocus, les sanctions et tout le reste. Des sanctions ont été imposées. C'est juste que ça a commencé à couler là-bas. On a découvert, on a fermé. Voilà, ça a coulé ici. On a découvert, on a fermé. Oui, il y aura des gens. Mais tous ceux sous sanctions, comme la Russie et l'Iran, essaient de faire quelque chose là-bas et le font. Oui. Parce que il est impossible de contrôler tout le monde partout tout le temps. Oui. Ils ont trouvé une idée. Là, dans un port, un navire arrive. Il prend du pétrole. Un autre, disons, pétrolier arrive. Ils se rencontrent au point X. Ils transfèrent le pétrole. Et ils continuent leur chemin. Et pendant qu'ils sont arrêtés, ils éteignent les transpondeurs. Autrement dit, ils disparaissent des radars. Ils ont inventé ça, ainsi qu'une vingtaine d'autres choses. Les coûts ont augmenté. La Russie reçoit moins à cause de cela, c'est 10 à 15 $ de moins par baril, et ainsi de suite. Mais l'Iran, c'est pareil. Mais dès que cela est découvert, on essaie de le couvrir. Le seul pays au monde qui a un coup d'avance sur les voleurs, les bandits, les terroristes et tout ça, c'est Israël. Personne d'autre.
Ils font la chose suivante. Ils simulent des scénarios, c'est-à-dire qu'ils prennent, disons, un groupe qui essaie et imagine « qu'est-ce que je ferai pour… » on pose un problème. Ils organisent donc des simulations et tentent de s'infiltrer dans leur aéroport, etc. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent constamment à ce que des terroristes, des bandits, des voleurs et autres pourraient en faire. Et comment pouvons-nous… Et le reste du monde, lui, il est réactif. Le reste du monde se demande « quelque chose s'est passé ? Ah bon, réagissons à cela maintenant. Il s'est passé quelque chose ? Ah, réagissons à cela maintenant. » Donc tant que cela se passe ainsi, tant que, comme on dit, tout le monde sur cette terre n'est pas intelligent, cela continuera de se passer comme ça. Les États-Unis ont renoncé à leur projet de déploiement de missiles Tomahawk en Allemagne, un accord que l'administration de Joe Biden avait négocié avec Berlin en 2024. Des sources de Politica avancent 2 raisons. La crainte de la Maison-Blanche de représailles de Moscou et le souhait d'éviter une escalade en Europe. Et la deuxième raison était bien plus prosaïque. Les États-Unis sont tout simplement à court de missiles. La guerre avec l'Iran a consommé des milliers de Tomahawk et de Patriot dès les premières semaines. Pete Hegseth a informé le Congrès qu'il faudrait des mois, voire des années, pour reconstituer les arsenaux. Le chancelier allemand Merz affirme qu'il manque de missiles même pour les Américains, et Berlin cherche frénétiquement des alternatives européennes qui, je le rappelle à nos téléspectateurs, ne peuvent pas pleinement remplacer les armes américaines. La question est la suivante. La crainte de Trump, comme l'écrit Politica, face à une escalade avec Moscou, n'est-elle pas simplement un moyen banal de masquer la pénurie d'armes ? Et si ce n'est qu'une simple pénurie d'armes, comment les États-Unis comptent-ils contenir la Chine et la Russie si les stocks d'armes de précision américaines sont à ce point épuisés ? Eh bien, nous ne savons pas à quel point ils sont épuisés. D'après ce qu'a rapporté Hegseth, par exemple, c'est 50%, n'est-ce pas ? Ah, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Disons que nous prenons, comme on dit, ce qu'il dit pour vrai. Ah, la première affirmation, c'est que la Russie, eh bien, la raison, c'est donc la crainte là-bas, disons, des représailles de la Russie. Je pense que c'est ce qui les préoccupe le moins en ce moment. Les États-Unis d'Amérique. Et je souligne, c'est ce qui les préoccupe le moins. Tout le reste les inquiète bien plus. Et vous avez tout à fait raison concernant la deuxième raison. Ils ont commencé à en consommer énormément. 2 guerres auxquelles nous envoyons constamment des armes. À l'une, nous participons, à l'autre, nous ne participons pas, mais nous envoyons beaucoup. Là-bas, on nous les achète, on reçoit de l'argent, on nous promet un paiement. C'est tout. Nous envoyons nous-mêmes une certaine quantité. Et notre production n'est pas orientée vers la guerre. En fait, en 1940 ou quand c'était Pearl Harbor, ça m'a échappé, c'était en 42 je crois. Ça m'est juste sorti de la tête. Ah, avant Pearl Harbor, nous n'étions même pas préparés à la guerre. Mais 1 an plus tard, l'Amérique a commencé à inonder le monde entier d'une énorme quantité d'armes. En gros, elle a aidé Staline à gagner, elle a aidé la Grande-Bretagne à survivre, elle a aidé les Européens. Ceux qui résistaient, pour ainsi dire, à survivre là-bas et ainsi de suite. Et elle a aussi, pour ainsi dire, vaincu le Japon et Rommel et ceci et cela. Donc, nous ne voudrions pas répéter cette expérience maintenant, parce que cela signifie transférer une énorme partie de l'industrie américaine du marché libre vers quelque chose qui va maintenant décoller, exploser et disparaître. Nous aimons créer des biens qui restent, construire des maisons, construire des chemins de fer, des voitures et d'autres choses encore. Et la Grande-Bretagne, des biens qui explosent et disparaissent, eh bien, à quoi bon les créer ? Ce genre de PIB, nous n'en voulons pas. Voilà, encore une fois. Quant à la Russie, je pense que nous nous en fichons complètement. Ça va finir, ça se termine. Mais il y a encore un point très important qui, encore une fois, comme avec la question des Jeux Olympiques, concerne le fait de savoir si ce n'est pas une tentative de détourner l'attention, n'est-ce pas ? Ah, eh bien, messieurs, nous avons déjà une doctrine qui a été annoncée. Donc c'est la doctrine Monroe renforcée et modifiée, que l'on appelle en plaisantant maintenant la doctrine Monroe, de Donald. Donc cette doctrine dit, nous, dit-elle. Nous réduisons considérablement, voire éliminons complètement notre présence dans le monde entier, à l'exception d'une seule zone. Donc Trump l'appelle à sa façon. Je dirais ceci, 2000, 2500, 3000 kilomètres autour de toutes les frontières des États-Unis.
Qu'est-ce que cela inclut le Groenland? D'un côté, les routes du Nord qui passent à côté. De l'autre côté, le canal de Panama, la mer des Caraïbes, et ainsi de suite. Tracé simplement depuis la frontière des États-Unis, 2000 miles dans toutes les directions. Et tu comprendras à quelques kilomètres près où nous concentrons nos troupes, nos capacités. Nous ne sommes pas sans limite. Nous ne pouvons pas maintenir l'équilibre sur toute la planète, tu vois. Bien sûr, il est difficile pour les grands pays de maintenir cela longtemps de cette façon. Mais regardez, il y avait beaucoup moins de conflits armés à l'époque où les États-Unis jouaient en quelque sorte le rôle de gendarme international, n'est-ce pas? Ils intervenaient partout, faisaient des choses. Je ne soutiens pas tout cela, que ce soit clair. Voilà. Mais néanmoins, combien de conflits n'ont pas eu lieu simplement parce qu'on craignait que ces gars-là, en uniforme vert ou autre, débarquent et commencent à punir les responsables. Comme quand l'Iran s'est dirigé vers le Koweït. Pourquoi cela devait être notre affaire? Je ne comprends pas. Pour une raison inconnue, nous y sommes allés et avons commencé. Peut-être que le Koweït a payé beaucoup à nos sénateurs ou autre chose. J'ai eu toutes sortes de pensées à ce sujet. Donc voilà, pour une raison quelconque, nous avons commencé à mener là-bas une opération énorme, avec énormément d'argent et tout le reste pour protéger le Koweït contre l'Iran. Mais pourquoi faire cela? Pourquoi les États-Unis d'Amérique devraient-ils protéger le Koweït contre l'Iran? Oui, je comprends. Réconcilier là-bas, oui, comme Donald Trump l'a fait avec l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande et le Cambodge, et encore plein d'autres. Ah, l'Arménie, l'Azerbaïdjan par exemple, oui. Pourquoi aller là-bas avec nos soldats, avec notre argent? Il vaudrait mieux qu'ils nous paient pour qu'on organise des négociations de paix pour eux. Oui, en Afrique par exemple, oui. Qui est-ce là-bas? Le Congo, les Congos, j'ai oublié, comment s'appelle déjà ce pays? Voilà, et combien de personnes ont été tuées là-bas? En 6 ans, ils ont tué 30 millions de personnes là-bas. Nous avons pris cette affaire en main et nous l'avons arrêtée. On a arrêté, je comprends. Mais envoyer des troupes? Pourquoi? Doit-on vraiment le faire? On est censé être les policiers du monde, mais on en a assez. On ne peut plus. Nous avons déjà 30 000 milliards de dettes, dont au moins la moitié, parce que nous passons notre temps à protéger la moitié du monde. C'est la moitié du monde. Je ne parle pas en l'air, je peux le prouver avec des chiffres. Combien d'argent l'Amérique a-t-elle dépensé pour qu'il y ait moins de guerres dans le monde? Ou bien cette idée stupide de chercher qui a raison, qui a tort, et d'aider celui qui a raison. On peut aussi nous dire de voir qui nous arrange, qui ne nous arrange pas. Bon, d'accord, très bien. Qui nous arrange, qui ne nous arrange pas. S'impliquer là-bas et aider celui qui nous arrange. Non, ce n'est plus nécessaire, ça suffit. Nous voulons nous en retirer. Surtout l'Europe. 550 millions de personnes, nous en avons. 350. Pourquoi devrions-nous les protéger? Mais pourquoi devrions-nous protéger? En Ukraine, il fallait le faire, elle a rassemblé des troupes. Elle ne l'avait pas fait là-bas de 1990 à 2022. Ensuite, elle s'est mobilisée, a commencé à se défendre, puis grâce à des armes étrangères, aujourd'hui elle utilise aussi ses propres armes. Pourquoi l'Europe ne ferait-elle pas pareil? La France, l'Allemagne, c'était autrefois de grands empires. Quoi, en 2 ou 3 générations, ils ont cessé d'être de grands empires? Eh bien, les gars, allez vous faire voir. En plus, vous dites constamment des méchancetés sur nous, et vous ne nous aidez pas quand nous en avons besoin. Vous n'êtes pas obligés d'aider. Non, et nous non plus. Voilà, nous ne sommes pas obligés. Nous n'allons pas installer ni canons, ni missiles en Allemagne, et nous retirerons nos soldats de là-bas. Petit à petit. Petit à petit. Non, c'est d'ici. Nous devons protéger nos propres navires qui passent par tous ces Bosphores et Dardanelles. Je ne parle pas du Bosphore ni des Dardanelles. La Turquie s'en occupe très bien. C'est donc le calcul normal d'un homme d'affaires raisonnable. Nous dépensons d'énormes sommes d'argent et nous n'en retirons rien. Et ensuite, on se moque encore de nous et on nous ridiculise, alors qu'eux-mêmes s'engraissent. Oui, ils s'engraissent. Si au moins ces idiots avaient des pitiés, qu'ils grossissent, mais non, ils s'engraissent même. Comme en Californie, peu importe ce que tu donnes, tout sera pris par les fonctionnaires. Que ce soit l'Europe ou la Californie, c'est la même chose. Voilà. C'est tout. Eh bien, Léon, ici, il faudrait sans doute rappeler pourquoi l'Europe se trouve actuellement dans cette situation. Parce que, justement, pendant des décennies, avec les États-Unis, on a cultivé cette histoire de gendarmes du monde. Pendant des décennies, les États-Unis, en fait, n'ont pas permis à l'Europe de s'armer de manière indépendante. Nous nous souvenons qu'à une époque, les États-Unis interdisèrent le développement de l'arme nucléaire. Par exemple, à la France aussi, oui, cela s'est fait avec beaucoup de difficultés. Autrement dit, les États-Unis ont en fait pris ces leviers d'influence sur la défense et assuraient eux-mêmes la protection de l'Europe.
Et maintenant, alors que l'Europe s'est tellement ramollie parce qu'elle avait ce bouclier, il est évident qu'elle est complètement désemparée. Eh bien, excellente question en fait. Merci beaucoup. Divisons les choses. Nous avons dit, n'allons pas développer l'arme nucléaire parce que plus il y en a dans le monde, pire c'est. C'est la seule chose. Nous n'avons jamais dit aux pays de l'OTAN de ne pas s'armer. Jamais. Donc nous avons tous signé ensemble que chacun de nous allait dépenser 2% de son PIB pour l'armement. Celui qui veut dépenser plus le fait. Nous dépensions entre 3,5 et 4% de notre immense PIB, car nous pensions qu'il en fallait davantage. Mais les pays de l'OTAN devaient s'en tenir à 2%. Quand Donald Trump a commencé à vérifier cela, il s'est avéré qu'il y avait, à mon avis, 2 ou 3 pays qui étaient pas proches de ces 1,5%. Les autres étaient en tous autour de 1% ou moins. C'est-à-dire que nous ne leur avons jamais dit de ne pas s'armer. Nous avons toujours dit « armez-vous ». Maintenant, nous allons vous donner un parapluie nucléaire, et cela vous suffira. Et pour le reste, s'il vous plaît, les guerres conventionnelles, vous devez les mener vous-même. Nous séparions donc complètement ces deux questions. J'aimerais vraiment que, comme on dit dans votre question aussi, je ne veux pas dire que vous n'auriez pas dû demander, mais que dans votre question, les gens comprennent deux choses différentes. La première, c'est le parapluie nucléaire. N'allons pas plus loin dans ce sens. D'ailleurs, l'Amérique a commis une erreur, ce qu'on appelle, pour ainsi dire, l'atome pacifique. L'Amérique a eu très peur de l'atome en général, alors elle disait « Bon, nous en avons déjà, nous en avons beaucoup, nous allons continuer à développer, mais nous ne développerons pas l'atome pacifique, parce qu'on peut tirer dessus, le faire exploser, le toucher, etc. » Eh bien, etc. La France, d'ailleurs, a dit non et a continué à développer. Et c'est pourquoi, à mon avis, une part importante de l'électricité. Il me semble, si je ne me trompe pas, que l'électricité française provient justement de petites centrales nucléaires, bien protégées. Voilà, maintenant la situation à ce jour. Ah, un mari et sa femme. Ils y vivent depuis 20 ans, oui. Le mari travaille et la femme s'occupe de la maison, oui. Si elle gère la maison, c'est pour le bien du foyer. C'est pourquoi lorsqu'ils divorcent, si cela arrive et que l'homme dit « je prends tout ce que j'ai gagné », ce n'est ni juste ni honnête. Cela veut dire que vous aviez une répartition des tâches. Tu rapportais de l'argent et elle s'occupait de la maison, en prenait soin, etc. C'est pourquoi il doit y avoir, disons, un certain partage de cet argent qu'il a gagné, mais qu'ils ont gagné ensemble, parce qu'elle s'occupait de l'arrière et du foyer. D'un autre côté, il faut progressivement l'amener à commencer à prendre soin d'elle-même d'une manière ou d'une autre, et pas seulement vivre de son argent. C'est un processus, n'est-ce pas? Il en va de même pour les pays. Nous ne disons pas à l'Europe « nous partons demain ». Non, nous disons « les gars, nous allons retirer notre protection et vous, renforcez la vôtre ». Nous vous l'avons proposé, et maintenant vous allez être d'accord qu'à cause de la situation avec la Russie et la Chine, il faut payer 5% du PIB. Nous n'avons pas payé les 2%, et nous avons amené la situation à un point où il faut en payer. 5, ils disent « oh, peut-être qu'en 2047 nous y arriverons ». Donc ils étaient tous d'accord, et pour l'instant, honnêtement, à part la Pologne et quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus qui, peut-être la Hongrie, personne n'est même encore arrivé à 4. Autrement dit, l'Europe a dit, c'est clair, elle a dit, ce n'est pas forcément ce qui va se passer, mais c'est clair, nous allons nous armer. Et vous partez lentement en parallèle, c'est ça ? C'est-à-dire, nous allons partir lentement et nous allons remplir avec nos armes, notre savoir, etc. Et maintenant, nous allons voir. Nous allons partir, mais est-ce que l'Europe va le faire? Ou va-t-elle dire quelque chose, en général? À l'époque de Staline, on disait « mieux vaut être rouge que mort », ce qui, traduit en russe, signifie qu'il vaut mieux que les rouges nous envahissent plutôt que de tous mourir. Nous ne nous défendrons pas contre les rouges. C'est l'intelligentsia qui disait cela. Et qu'est-ce que dit l'intelligentsia? Ensuite, une vague sans protection. Le peuple ne décide rien du tout, seuls ceux qui sont proches du pouvoir décident. Et près du pouvoir, il y a ce qu'on appelle les pseudo-intellectuels, n'est-ce pas? Je les appelais des intellectuels parce que les gens comprenaient de qui je parlais, mais en réalité, ce sont des pseudo-intellectuels. Ce sont donc eux proches du pouvoir qui décident. Alors ils ont décidé, peu m'importe, je vais vivre très bien, vivre sous le communisme, ou le socialisme, ou autre chose, mais au moins je ne mourrai pas. Parce que si on se bat, si on résiste à Staline, alors je mourrai. Je préfère être rouge que mort. Si l'Europe décide ainsi, allez-y messieurs, vous parlerez même chinois ou n'importe quelle autre langue. L'Ukraine montre qu'elle ne veut pas, n'est-ce pas?
Elle ne veut pas parler une autre langue, dit l'Ukraine, dans tous les sens du terme. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y ait là quelque chose d'injuste. Léon. D'ailleurs, pour être juste, il convient de rappeler qu'aujourd'hui même, la Lituanie a officiellement annoncé qu'elle augmentait ses dépenses de défense à un niveau record de 5,38% du PIB. Et elle devient le premier pays de l'histoire de l'OTAN à avoir franchi la barre des 5% de financement du secteur de la défense. Qui l'aurait cru, c'est justement la Lituanie. La Lituanie. Je me souviens que quelqu'un d'autre s'en rappelait, alors que d'autres avaient oublié qui c'était. Oui, la Lituanie. Bravo aux Lituaniens. Mais eux, ils ont leur propre intérêt, disons un intérêt très personnel. Ils comprennent que la Russie pourrait ne pas les attaquer directement, mais faire tout à fait autre chose. Faire la même chose que ce qui a commencé à se passer en Ukraine. Oui, infiltrer là-bas. En Lituanie, c'est plus difficile. En Lettonie, c'est plus facile. J'y étais récemment, dans les deux pays. Oui, et selon l'état d'esprit des Russes, de la population russophone dans la région. Il est clair qu'ils peuvent facilement organiser des révoltes internes et toutes sortes de troubles internes pour renverser rapidement le gouvernement. Le lendemain, ils demanderaient à Poutine d'entrer. Poutine est tout de suite prêt pour ça et il entre. Ensuite, il dit « Eh bien, ils ont tout fait eux-mêmes. Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'OTAN, ce n'est pas une attaque contre l'OTAN. C'est une demande de la part des dirigeants du pays de les protéger. » Et ainsi de suite. C'est comme ça en Lettonie, oui. En Lituanie... Tout c'est possible. Mais peut-être qu'ils ne veulent tout simplement pas que quelqu'un ait même cette idée. Après tout, nous nous armons non pas pour nous battre très souvent, mais pour que personne n'ait envie de venir se battre avec nous. Eh bien, pour continuer sur ce sujet, le journal allemand Welt publie une information selon laquelle les États-Unis ont transmis à l'OTAN une liste officielle du matériel militaire qu'ils n'ont plus l'intention de fournir à l'Alliance dans le cadre du système de réaction rapide à la frontière avec la Russie. Washington réduit radicalement sa présence en Europe, retire la moitié de ses croiseurs et destroyers, un tiers de ses chasseurs F-16, une partie des F-15E et réduit le nombre d'avions ravitailleurs, exclut complètement de son plan pour l'OTAN tous ces nouveaux ravitailleurs, ainsi que tous les avions de reconnaissance et les drones. Autrement dit, en regardant cette sorte de liste d'exécution pour l'OTAN, peut-on dire que, de fait, les États-Unis commencent à prendre des mesures concrètes pour se retirer de leurs engagements en matière de défense de l'Europe? Les engagements en matière de défense de l'Europe. Eh bien... On les appelait ainsi autrefois. Nous avons, peut-être que ça s'appelait comme ça, mais nous avons des engagements communs les uns envers les autres. Et nulle part il n'est dit que nous devons le faire seuls. Et ça sonne un peu comme ça. Vous êtes obligés de me protéger. Voilà, je ne vais plus protéger ma maison parce que je vais dormir, et c'est à vous de me protéger. Il n'y a jamais eu rien de tel dans la vie. Si vous remplissez vos obligations, alors nous remplissons aussi les nôtres. Nous avons un parapluie nucléaire, nous le maintenons. Si on vous attaque avec des armes nucléaires, nous riposterons de même. Tout le monde sait que l'Amérique réagira à une telle attaque. Mais ce qui se passe chez vous, eh bien vous avez déjà 550 millions de personnes. Pourquoi ne pouvez-vous pas fabriquer vos propres chars? Pourquoi ne pouvez-vous pas fabriquer vos propres missiles? Pourquoi ne pouvez-vous pas fabriquer vos propres sous-marins? Vous voulez qu'on vous apprenne? Eh bien, vous savez faire des bêtises vous-même, n'est-ce pas? Nous pouvons vous apprendre si besoin. Avec plaisir. Et pour que nous gardions autant de monde à l'étranger. Eh bien, à un moment donné, ça suffit, non? La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis longtemps déjà. Bientôt, l'Organisation des Nations Unies va exploser et disparaître, celle qui a été construite sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, comme la Société des Nations avait été construite sur les ruines de la Première et a fini par disparaître, n'est-ce pas? Celle-ci disparaîtra aussi. Voilà les gars, un autre ordre arrive. Nous avons d'autres priorités. L'Angleterre qui n'a pas laissé entrer 2 blogueurs américains parce qu'ils devaient ni participer à un festival là-bas. Ces 2 blogueurs, n'est-ce pas? Hier, on leur a annulé leur visa d'entrée parce qu'ils s'étaient exprimés positivement sur la guerre en Iran. Quoi? C'est-à-dire l'Angleterre, où à Hyde Park, on pouvait sortir, monter sur un tabouret et crier « À bas la reine, à bas le pouvoir, à bas la Grande-Bretagne ». Et aujourd'hui, la police te protégeait de celui qui aurait pu te lancer une pierre ou autre chose.
Et cette même Angleterre qui a laissé filer là-bas Britanov, Marx, Lénine. Vous voyez, là-bas, Marx a passé la majeure partie de sa vie. Il a écrit Le Capital, assis à Londres, n'est-ce pas? Personne ne l'a touché. Et soudain, l'Angleterre en est arrivée au point de ne pas laisser entrer même les Américains. Des personnes qui ont une opinion différente sur un sujet sur lequel vous ne voulez pas que cette opinion atteigne les gens parce qu'ils pourraient expliquer ce point de vue. Bon sang, ce sont de tels partenaires. Ce sont nos ennemis, pas nos alliés. Eh bien, des ennemis, peut-être, ce sont nos adversaires. Oui, des ennemis, c'est autre chose, tu vois. Écoute, nous ne voulons pas du socialisme, nous ne voulons pas de l'absence de liberté, nous ne voulons pas aller là où vous allez, nous ne voulons pas ça, les gars. Pourquoi vous protéger de salauds semblables à vous? Comme Poutine, seulement 2 pas en avant. Non seulement il a interdit là-bas, mais il a aussi tué. Là-bas, pour ainsi dire, il faisait exploser, tuer, falsifier. Nous aussi, d'ailleurs, on faisait exploser, on tuait, on falsifiait. Mais moins, timidement, timidement. Pourquoi? Quel rapport avons-nous avec cette Angleterre? Nous avions un rapport avec l'Angleterre où la charte a été écrite. Nous avons rendu notre droit dépendant. Notre loi a été fondée sur le modèle britannique. Nos États-Unis d'Amérique, le grand livre qui a créé les États-Unis d'Amérique, Le sens commun de Thomas Paine, a donc été écrit ici, en Amérique. Mais lui, britannique, il est venu ici. Il l'a écrit à Boston, et à cause de cela, ils ont changé. À cause de ce livre. De la même manière que Marx a eu une influence folle sur ce qui s'est passé ensuite principalement en Europe de l'Est, le livre de Paine a eu la même influence sur l'Amérique. Et de l'Angleterre en général, de la Grande-Bretagne. Quels alliés vous êtes pour nous, au diable, et les grands-mères? On n'a même pas envie de s'asseoir dans le même champ, désolé. C'est exactement la même chose avec vous. Donc non, on était absolument sidérés que l'Espagne nous oblige à payer des sommes énormes, avec les avions, le transport et tout le reste. On n'avait pas le droit d'atterrir. Il était interdit de survoler l'Espagne. Parce qu'ils étaient contre, n'est-ce pas? Et ça ne vous dérange pas quand des roquettes sont constamment lancées sur Israël? Ça ne vous dérange pas que des maisons explosent là-bas? Ça ne vous dérange pas que depuis combien de temps déjà? 70, presque 78 ans. Oui, il y a la guerre tous les jours. Ça ne vous dérange pas. Vous trouvez ça normal? Vous votez contre oui, Israël. Ah, excusez-moi. Et maintenant, vous êtes contre l'Amérique qui vous a tant donné, qui vous protège? S'il vous plaît, les gars, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Nous avons été vos protecteurs. Oui, nous sommes coupables. Nous sommes coupables de ne pas vous avoir forcé à remplir vos obligations. Ah là là, quelle faute. C'est pour cela que nous sommes coupables. Bon, ça suffit. C'est tout. Nous arrêtons de le faire. Nous partons. Nous partons. Est-ce vrai? Nous en parlons tous les jours depuis déjà 1 an, il me semble. Oui, nous partons. Nous partons. Nous partons. Habituez-vous à cela. S'il vous plaît. Nous partons. Ah, ne pensez-vous pas, Léon, qu'une telle démarche des États-Unis, par exemple, pourrait être interprétée par Poutine comme une invitation à tester les frontières de l'OTAN? Ah, maintenant, ils n'ont plus de parapluie américain, plus de soutien américain. Je vais essayer d'aller en Europe. Très bonne idée. Il veut entrer en Europe, alors qu'il ne peut même pas prendre 20% de l'Ukraine. L'Europe, qu'il aille au diable, de quoi parlez-vous? Eh bien, je pense qu'au minimum, la Russie est tout à fait capable de mener une opération quelconque dans les pays baltes. Eh bien, nous venons tout juste d'en discuter avec vous. Si nous parlons pratiquement, disons, d'une opération trompeusement divisée, oui, facilement. Et quel rapport l'Amérique a-t-elle avec cela? Et alors, l'Amérique aurait-elle protégé la Lettonie si, par exemple, le gouvernement avait changé, que le gouvernement avait voté et exigé que la Russie envoie des troupes pour faire quelque chose là-bas? Quoi, on serait allé défendre cette Lettonie? Vraiment? Jamais de la vie. Alors, quelle protection? Je ne comprends pas du tout la question. La question. La question, c'est que avec le retrait des armes américaines, le retrait des militaires américains d'Europe, on entend justement des voix dire que cela pourrait être une sorte d'invitation pour Poutine. Encore, une invitation à quoi? À l'agression. Une agression physique? Envoyer des chars et des missiles? C'est ce que vous voulez dire? Expliquez-moi, je répondrai volontiers selon mes connaissances. Et cela aussi. Mais nous comprenons qu'une agression directe. D'agression envers?
des armes conventionnelles. Cela ne fonctionnera probablement pas maintenant, mais il est plus probable que ce sera une guerre hybride utilisant différentes méthodes de conduite. Pouvez-vous m'expliquer le mot hybride? Pour moi, cela veut dire tout recouvrir de n'importe quoi. Mais avec quoi? Des chapeaux. Les chars vont-ils participer ou non à cette guerre hybride? Eh bien, je pense que dans une certaine mesure, probablement, oui. Parce que, par exemple, l'Ukraine a appris à détruire, l'Ukraine a appris à détruire des chars, mais l'Europe, elle, n'a ni les compétences, ni la quantité nécessaire de drones, par exemple, pour détruire les véhicules blindés. Et dites-moi, s'il vous plaît, il y a un an, quand nous avons annoncé cela, l'Europe aurait-elle pu commencer à construire des drones avec l'aide de spécialistes ukrainiens? L'Europe, avec 550 millions d'habitants, aurait-elle pu produire des drones? Elle aurait clairement pu. Alors pourquoi ne les fabrique-t-elle pas? Eh bien, c'est comme l'Ukraine de 1990 à 2022 qui n'a rien fait pour se protéger. Pourquoi? Nous avons le mémorandum de Budapest. Mais qu'est-ce qui y est écrit? Quelqu'un a-t-il vérifié? Non. Mais il est écrit qu'on nous protégera. En fait, c'est simple. Si quelqu'un vous attaque, nous irons nous plaindre à l'ONU. Et c'est tout. Rien d'autre n'est écrit. Par exemple, il y a de belles paroles sur l'Ukraine qui voulait donner ses armes, car elle se détériorait, je peux le jurer, etc. L'Amérique et l'Europe craignaient que ces armes soient vendues à des criminels et des bandits. Par criminels, on vise ces terroristes. Ils ont dit, il vaut mieux donner cela à quelqu'un qui en a déjà beaucoup, non? Je ne sais pas, on enverra peut-être des cadeaux à Kouchma ou Shmigal, mais je n'étais pas là, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça s'est passé. Eh bien, et Kouchma, évidemment, Kouchma a dit, vous savez, faisons comme ça, nous allons tromper mon peuple ukrainien et dire que tout va bien. Ils sont bêtes, ils ne vont pas regarder ce qui est écrit là-bas. Je vais sortir dire que l'Amérique et l'Angleterre vont nous protéger et tout le monde me croira sans vérifier. Voilà comment ça va se passer. Voilà, je vais tout donner, ils ont déjà tout remis. Je vais aussi vendre quelques missiles longue portée à l'Iran. Pourquoi le donner à l'Iran? Pour attaquer Israël, bonne affaire. Ils ont vendu 12 missiles longue portée d'une portée de 3000 km. Ils ont aussi envoyé leurs scientifiques en Iran. Il y a des preuves qu'ils aident à développer des armes nucléaires. Quels missiles? Ah, ils ont vendu des missiles capables de porter une ogive, on peut y mettre une ogive nucléaire. C'est-à-dire que l'Iran a spécialement demandé ce type de missile et ils ont vendu ces missiles. Et maintenant, l'Iran en a assez pour 12, exactement pour 12. Pourquoi? C'est même étrange, non? Pour 12 missiles qui peuvent atteindre Tel Aviv, Jérusalem ou n'importe quelle base américaine à une distance de 3000 km, n'est-ce pas? Et pour ces 12 missiles, ils ont de l'uranium enrichi à 60%, et certains disent qu'on même déjà jusqu'à 70 ou 75%. Pour ces 12 missiles, précisément. Merci beaucoup. Voilà, alors pourquoi devrions-nous protéger des gens qui font ça? Je ne comprends pas pourquoi nous devrions gaspiller de l'argent. Pourquoi devrions-nous croire que l'Europe n'a même pas un bataillon? Comment ça, aucun? Vous nous avez menti, Européens, en affirmant que tout allait bien et que vous étiez protégés. Vous avez juste besoin que les Américains soient là, n'est-ce pas? Eh bien, allez-y les gars, ça fait 1 an depuis qu'on l'a dit, on s'en va. 1 an, on s'en va. Et vous, qu'avez-vous fait? Rien. Vous critiquez l'Amérique car elle part. On part, les gars, vous comprenez? Ah, vous partez? Ça fait déjà 1 an qu'on en parle. On s'en va. Merci. Le temps d'antenne touche à sa fin. J'aimerais discuter d'une dernière nouvelle avant de conclure. Le président de la Finlande, Stubb, a fait une proposition assez sensationnelle et paradoxale à mon avis. Et il a déclaré qu'il estimait qu'il était temps d'élargir l'Union européenne à environ 40 États et d'en faire un acteur mondial puissant indépendant de Washington. Et dans la liste des membres potentiels de l'UE, le président finlandais a inclus non seulement le Royaume-Uni, la Turquie, la Norvège, l'Islande, mais aussi le Canada. Il a déclaré qu'il valait mieux être membre de l'UE que d'être un autre État des États-Unis. Voilà une telle déclaration. C'est une sorte de provocation adressée à l'administration Trump qui se concentre désormais sur l'Europe de la part des Européens. Qu'est-ce que le président finlandais voulait montrer par là ? Il voulait montrer, oui, à son propre électorat à quel point il est, comme disent les Géorgiens, un vrai homme. En russe, cela signifie qu'il est un héros.
La plupart sont des Tarzans. Ils se frappent à la poitrine et disent « Bon, examinons sérieusement sa déclaration, d'accord ? Sérieusement. Prenons les 40 États de l'UE. Mais qui viendra chez vous ? Les gars, vous êtes sérieux ? Seuls ceux qui n'ont pas d'argent viennent. Parce que l'UE, voilà pourquoi l'Ukraine rêve d'entrer dans l'UE, sans comprendre du tout ce qui va s'y passer. L'UE, c'est absolument l'Union soviétique, construite selon le principe suivant. Donc, le châssis est fabriqué là-bas, le moteur est fabriqué ici, les ailes sont fabriquées ici, et l'assemblage se fait dans un quatrième endroit. Pourquoi ? Dans différents pays, pourquoi ? Pour qu'il soit impossible de se séparer. En même temps, tout cela est produit dans les pays que nous, ceux qui ont créé l'Union européenne, avons désignés, à savoir en Allemagne. La France, l'Italie. Pourquoi est-ce important ? Parce que dès que vous rejoignez l'Union européenne, vous signez un document stipulant que vous ne faites pas concurrence aux pays leaders de l'UE. C'est-à-dire si vous produisez la même chose et que vous concurrencez ce qui est fabriqué en Allemagne, alors vous devez fermer cette production. Pourquoi agir ainsi ? Oui, c'est absurde, non ? On vous dit, dans votre pays, on donnera 20 milliards et à vous personnellement, 200 millions. Et vous signez cela, et vous racontez au peuple, nous recevons 21 milliards. Cela suffira pour construire des écoles, pour les enfants et tout le reste. 10 ans passent. Il s'avère que vous avez du chômage. Que vos enfants partent à l'étranger, dans l'UE, et qu'ils peuvent maintenant aller y travailler librement. Ils oublient leurs parents car ils ont déjà travaillé, acheté un appartement, fondé une famille là-bas, etc. Ils ne reviennent pas. L'UE arrive et dit « Vous voulez encore 30 milliards ? Oui, bien sûr que nous en voulons. Maintenant, acceptez les Noirs et les musulmans. » Nous ne voulons pas. Si c'est le cas, ça me étonne, ça ne marchera pas. Mais c'est vous qui nous y avez poussé. Que faire ? Oui, vous l'avez fait. Mais vous, en tant qu'adulte, n'auriez pas dû signer ça si vous étiez si intelligent. Mais la bonne nouvelle, encore, 200 millions directement dans votre poche. Voilà, tout ça c'est l'UE. L'UE. J'ai vu ça en Lituanie, j'ai vu ça en Lettonie, je l'ai vu dans d'autres pays qui ont rejoint l'Union. Parce que l'UE ne peut accepter que les pauvres et les malheureux. Qui, pour une aumône maintenant, eh bien c'est comme, vous savez, rendre les gens dépendants des aides de l'État. N'est-ce pas ? Ils restent là. Ils ont peur de la perdre. Ils ne bougent pas. Parce que, eh bien, si je bouge, on va me l'enlever. Et alors, qu'est-ce que je vais faire ? Et s'ils ne bougent pas, le chômage va continuer à augmenter encore et encore. Et l'installation de musulmans et de noirs se poursuivra. Donc c'est une sorte de spirale dans laquelle je ne souhaiterais à aucun pays d'entrer. Ainsi, plus ou moins, les pays avec des budgets décents et des possibilités correctes n'entreront jamais dans ce délire. Donc dis ce que tu veux. Qui ça intéresse ? Léon, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions en ligne avec le politologue et figure publique Léon Weinstein. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Au revoir.